Pour cette nouvelle conférence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Florence Portelli, vice-présidente des Républicains, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France et maire de Taverny. Aujourd'hui, Madame Portelli nous fait l'honneur de venir discuter avec nous de la thématique suivante. Les mairies ont-elles une marge de manœuvre dans l'élaboration des politiques publiques? Avant de commencer cette conférence, je voudrais remercier l'ensemble des membres de GEM en débat, et tout particulièrement le pôle conférence, sans lequel cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Et je remercie aussi nos partenaires, Oresis et Grenoble École de Management, qui nous soutiennent tout au long de l'année. Je vous prie maintenant, s'il vous plaît, d'accueillir nos deux modérateurs, Inès et Hilaire, ainsi que Madame Florence Portelli. Bonjour à tous, bonjour Madame Portelli. C'est un plaisir de vous avoir ici à Grenoble, dans notre école Grenoble École de Management. Pour la conférence aujourd'hui, on va avoir deux temps. Un premier temps de questions où Inès et moi nous poserons des questions directement, puis un temps d'échange avec des questions du public. Si vous êtes prêts, je vais laisser Inès commencer. On va rentrer directement dans le vif du sujet par rapport à notre thème. Donc, les mairies qui sont au cœur de la gestion des services publics locaux, avec 35 000 communes en France, représentent 20% des dépenses publiques. Elles sont en première ligne pour répondre aux besoins des citoyens. Cependant, face à la diminution des dotations de l'État de 11 milliards d'euros entre 2014 et 2020, et aux réformes territoriales récentes, quelle est selon vous la place centrale des mairies dans la structuration des politiques publiques locales et comment peuvent-elles maintenir leur rôle face à ces contraintes nouvelles? Alors, bon, déjà bonjour, je suis ravie d'être ici. Je suis ravie aussi d'être à la région parisienne, c'est vrai. Et on est ravis aussi, au chef de cabinet, d'être arrivé entier et à l'heure. Il y avait des grèves partout, donc c'était un peu compliqué. Alors, c'est vrai que moi je suis la génération des maires. Je parle en termes d'élection, je suis arrivée en 2014, j'ai été élue pour la première fois en 2014. On a tout eu. Tout d'un coup, la baisse des dotations de l'État, le Covid. Donc c'est un peu la génération, la génération un peu poisseuse en termes de... si on se base uniquement là-dessus. Moi personnellement, ça ne m'a pas empêché de faire tout ce que je voulais faire. Après, ça m'a demandé peut-être plus de travail pour aller trouver de l'argent, puisque depuis 2014, j'ai refusé d'augmenter à l'époque la taxe d'habitation et toujours la taxe foncière sur les résidences principales. Ça n'a pas varié d'un iota. C'était pas forcément facile. La chance que j'ai eue, c'est que la gestion précédente de mon prédécesseur était catastrophique. Donc l'avantage d'une gestion catastrophique, c'est que vous pouvez faire que mieux. Et surtout, vous pouvez trouver des moyens de mieux financer quand il y a des choses qui sont en doublon, ou quand il y a des emplois fictifs, ou quand il y a des choses qui relèvent objectivement du secteur privé, pas du secteur public, même si en même temps, là je vais revenir au cœur des politiques publiques, il a fallu créer des nouveaux services, en partie à cause de la carence de l'État dans pas mal de secteurs, et aussi parce que c'était dans le cœur de mon projet. Donc, vous parlez de politique publique. Moi, ce que j'ai dû créer, c'est déjà quand je suis devenue maire, un maire dans le Code général des collectivités territoriales, il a des pouvoirs de police. Et il assure surtout la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Ça, c'est dans le code. Mais la sécurité et la tranquillité publique, déjà, si vous n'avez pas de police municipale, c'est un peu compliqué de mettre en œuvre votre prérogative. Je ne sais pas par quelle vertu du Saint-Esprit, et des gens sans police municipale, je ne sais pas comment fait le maire pour assurer la sécurité et la tranquillité publique. Donc le premier truc que j'ai fait, ça a été de mettre en place une police municipale. En fonctionnement, je peux vous dire que ça nous coûte cher, parce qu'il y a évidemment les salaires des fonctionnaires de la police, mais il y a aussi l'armement, il y a la formation, il y a les équipages, etc. Mais ça, c'est aussi de l'investissement. Mais en tout cas, voilà, il a fallu mettre beaucoup d'argent là-dessus. Mais aujourd'hui, on est à peu près à 16 personnes pour une ville de 27 000 habitants, sachant que l'objectif, c'est de croître. Et j'ai fait le choix aussi d'armer ma police municipale, parce qu'il faut être pour moi complètement dingue pour ne pas armer sa police municipale. Je suis complètement dingue parce que, évidemment, dans le monde idéal, ça devrait être uniquement la police nationale. Sinon, le monde idéal, ça n'existe pas. Depuis que je suis plus grande, je ne crois plus au Père Noël. Les bisounours, ça n'a pas duré très longtemps. Mais je sais que tout ça, ça n'existe pas. Et quand vous avez un terroriste qui tire sur
ou un criminel qui tire sur un policier, il ne lui demande pas avant, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me détailler si vous êtes policier municipal ou policier national ou gendarme. En général, il n'y a pas le temps de demander, comme l'autre, il n'y a pas le temps de sortir la déclaration de l'homme. C'est mieux avoir une arme sur soi. Alors, je vous rassure, en même temps, les policiers sont équipés de caméras piétons, qui déjà montrent qu'ils respectent les règles du droit, et puis les protègent aussi quand on raconte n'importe quoi sur eux. Donc il a fallu que ça. Et puis, il disait dans le CGCT, il y a la tranquillité, mais aussi la salubrité. Une ville soit propre. C'est pour ça que je suis pas maire de Paris. Je ne connais pas assez. En tous les cas, pour Paris, je peux vous dire que bon, il a dû louper l'option salubrité, ma collègue Hidalgo. Mais en tout cas, à Taverny, on a du coup nommé un inspecteur de salubrité. C'est quand même assermenté, hein. C'est un poste qui est assermenté et qui est assermenté par le tribunal d'instance. Donc ça donne des prérogatives, un peu comme un policier municipal, mais vraiment sur la question de la propreté, pas que. Les logements insalubres, les marchands de sommeil. Donc il y a un rôle aussi social pour lutter contre toutes ces problématiques-là. Donc voilà, il a fallu mettre ça en place. Et puis j'ai mis un énorme billet sur l'éducation artistique et culturelle, parce que c'est ce en quoi je crois le plus. Et pour cela, rien que sur le conservatoire, comme on est une ville 100% éducation artistique et culturelle, mon conservatoire est passé de 400 élèves à 800 et quelques. Et pour cela aussi, parce que je voulais qu'il fasse un conservatoire à rayonnement départemental, il a fallu nommer des professeurs plus diplômés, ça s'appelle dans les conservatoires de PEA. On en a nommé beaucoup. On a ouvert des départements de typologie d'instruments qui n'existaient pas dans ce conservatoire. On a ouvert le département théâtre. Et voilà, entre autres. Donc voilà, on participe, en quoi j'ai participé aux politiques publiques, en tous les cas localement, la culture, la sécurité. Et puis je vous dirais après, de manière globale, un maire, contrairement d'ailleurs à des maires d'autres collectivités européennes. Par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni, un maire n'a aucun pouvoir, enfin, pas grand-chose. Bon. En France, c'est pas pareil. Et en réalité, on touche à tout. Alors après, il y a un dosage entre le fait qu'on est compétent sur tous les sujets, scolaires, périscolaires, même s'il y a des répartitions des rôles entre l'éducation nationale, le sport, l'environnement, la culture, la sécurité, les finances, la société, tout ce que vous voulez. Et après, il y a la personnalité du maire. Et c'est ça aussi qui rend le mandat intéressant. Vous allez avoir des maires qui vont être des gestionnaires. Et puis après, vous allez avoir des maires comme moi qui vont se mettre de tout. Et qui sont très interventionnistes. Même si je laisse une très grande liberté à mes équipes. Mais il y a quand même un cadre, etc. Donc vraiment, j'allais dire, on est au cœur de toutes les politiques publiques. Et je vous disais, je suis dans une ville de banlieue très mixte, où j'ai 3 quartiers prioritaires, et on participe aussi aux opérations politiques de la ville, même si je suis pas politique de la ville, mais ça Merci. Franchement, on va voir un peu les contraintes que peuvent imposer l'État dans les politiques publiques avec les réformes territoriales, notamment la loi d'autres, puisque ces réformes ont redéfini les compétences des collectivités territoriales en transformant une partie de la responsabilité vers les intercommunalités. Et ça a modifié les capacités des mairies, comme des petites communes qui ont élaboré des politiques publiques innovantes. Par exemple, 40% des communes de moins de 3500 habitants déclarent ne pas disposer de ressources nécessaires pour mettre en œuvre des projets ambitieux. Ainsi, quel impact ces réformes ont-elles réellement sur la capacité des mairies à innover dans la politique publique, en particulier dans les domaines tels que la transition énergétique ou l'aménagement du territoire? Alors, ça fait très longtemps que dans ce pays, il n'y a plus d'aménagement du territoire. Il n'y a plus de vision en termes d'aménagement du territoire. Parce que chaque domaine est devenu une chapelle, en fait. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas cette vision d'ensemble qui existait dans les années 60-70. J'y pour les mauvais ans que je n'ai pas allé encore dans les années 60. Mais moi, si je lisais un peu de l'histoire d'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui a complètement disparu, la programmation à grande échelle, et qu'il faudrait vraiment revoir au niveau des préfectures et au niveau de l'État. Sur les intercommunalités, moi je vous le dis très sincèrement, même si ça après c'est diffusé, je ne sais pas où, je ne suis pas à la suppression des intercommunalités. De toute façon, il faudrait supprimer quelque chose, on a trop d'échelons. Et d'ailleurs, on a tellement d'échelons que personne ne sait qui fait quoi, et encore moins dans les intercommunalités. Alors, il y a
intercommunalités qui fonctionnent quand même un peu mieux que d'autres. Quand vous êtes en province, vous avez une grande ville et plein de petits villages à côté. Bon, la ville phare peut servir un peu de pilote. En revanche, quand vous êtes dans une agglo comme la mienne, où pratiquement, à 2-3 exceptions près, toutes les villes sont à peu près de la même strate, il n'y a aucun intérêt à aller en suivre une plutôt qu'une autre. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est de faire de la mutualisation. Mais même la mutualisation, chez moi, il sera intéressant d'aller 3-4 villes qui sont dans un même bassin par rapport à tel ou tel projet. Et la difficulté aussi d'une intercommunalité, c'est sa légitimité. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche, la représentation dans le sein des EPCI. Mais en réalité, quand il y a les élections municipales, les premiers de la liste sont fléchés pour aller à l'intercommunalité. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous n'avez pas une élection des représentants de chaque ville sur un programme. Il n'y a pas de programme. C'est uniquement pioché dans les listes aux élections municipales. Donc vous allez vous retrouver avec une instance qui doit être démocratique, parce qu'elle est quand même composée d'élus des villes, mais qui en réalité ne s'est jamais mis d'accord sur un programme. Ce qui est quand même embêtant. Ce qui fait que souvent, il n'y a pas un projet avec une vision. Moi, je prends mon agglo, il n'y a aucune vision. Je peux vous dire, ça vaut peut-être rire. Mais il n'y a pas de vision. Alors, on arrive quand même, en bonne intelligence, à amener des projets et à les faire avancer. Mais je dirais d'ailleurs que les projets les plus importants qu'on a menés sur mon agglo sont tous des projets qui ne font pas partie des compétences obligatoires. Pour vous dire à quel point ça sert vraiment à rien. Alors, je ne parle même pas de la métropole. Quelqu'un ici arrive à me dire à quoi sert la métropole du Grand Paris, écoutez, chapeau. Même les gens de la métropole du Grand Paris ne savent pas trop à quoi ça sert. Mais alors, il y a des gens très bien dans ces OPCI, dans ces grands groupements, c'est pas le sujet. Mais sincèrement, on a fait beaucoup trop de strates. Et je pense qu'il faudrait plutôt réfléchir, alors déjà avec une décentralisation beaucoup plus claire, laisser aussi l'État faire ce qu'il a à faire et qui fait très mal, et une question de moyens financiers. C'est aussi l'appréciation de ce que le gouvernement doit faire dans le temps au niveau des politiques publiques, et puis aussi être imaginatif, et puis aussi associer les gens à cet effort-là. Parce que tout ne doit pas venir des pouvoirs publics. Ça doit être une prise en compte qui doit être globale, qui doit être portée par tous nos concitoyens. Et pour ça, je pense qu'il faut une écologie qui soit ouverte et qui soit pas une écologie punitive. Je ne pense pas que mon mari, qui est argentin, j'avoue, il fait parfois des barbecues, mais je ne pense pas que ce soit un criminel de guerre parce qu'il fait des barbecues. Le gars, si je lui interdis, il divorcera. Donc, mais ça ne veut pas dire en même temps qu'il ne faut pas avoir une réflexion sur ce qu'on consomme, sur la surconsommation, mais on peut le faire de manière très positive, très pédagogique sur aussi qu'est-ce qui est important finalement dans une vie. Est-ce que le plus important, j'étais très choquée au moment de la fin du Covid, de voir qu'il y avait des gens qui se ruaient dans les magasins pour consommer, plutôt que d'aller dans leur famille. Donc je pense derrière, il y a quand même des questions qui sont plus globales, plus intéressantes, et que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a tendance dans ce pays à tout cloisonner par catégorie, par bord politique. Et je trouve que c'est un peu nuisible à ce combat qui, parmi d'autres combats, est très important. Du coup, vous considérez sur le secteur écologique comme dans d'autres domaines, c'est compliqué aujourd'hui de trouver un projet de la mairie qui fasse l'unanimité ou alors... Ah si, non, mais ils font quand même beaucoup d'unanimité, c'est parce que je parlais d'une poignée un peu agitée, mais il y a quand même des choses qui font l'unanimité. Quand vous faites des îlots de fraîcheur dans les écoles, a priori, jamais une manifestation contre ça. On a proposé que la mairie accueille Paul Watson, je n'ai pas encore eu des messages ensuite. On a rénové, on avait des taverniers coupés en plusieurs parties, il y a une partie qui monte dans la forêt de Montmorency. Et on a aménagé les coteaux qui étaient complètement à l'abandon. On a un rucher municipal, on produit notre propre miel qu'on met sur les tables des écoles pour que les enfants mangent du miel bio avec leur yaourt, etc. Enfin, on fait des choses heureusement qui font consensus. Et je pense qu'en fait, en réalité, l'écologie fait beaucoup plus consensus, mais qu'elle devrait être vraiment, sincèrement, dépolitisée. Après, on est en France, on aime bien les polémiques pour rien. Vous pensez que les mairies, aujourd'hui, elles ont la capacité de pouvoir mener à bien tous leurs projets, sachant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elles sont vachement soumises aux contraintes de l'État. Elles ont un budget total, en 2023 par exemple, l'économie française disposait d'un budget total d'environ 90 milliards d'euros.
mais près de 90% de ce montant a été dédié à des dépenses obligatoires. Et donc c'est compliqué pour les communes après de mener des projets innovants, sachant qu'il leur reste beaucoup moins de budget qui pourrait justement les développer pour autre chose. On est d'accord, mais après je pense que évidemment il y a un vrai sujet concernant le financement des collectivités locales, et encore une fois, le fait qu'elles n'aient pas vraiment... On oublie que les collectivités, c'est pas une entreprise. Nous, on n'est pas créateur de richesse. Ou alors de manière très ponctuelle, mais ce n'est pas notre rôle et on n'est pas fabriqué comme ça. Mais le seul petit bon côté, il n'y en a pas beaucoup, à cette raréfaction de l'argent public, c'est peut-être aussi une prise de conscience globale qu'on ne doit pas tout demander. On ne doit pas tout demander aux collectivités. Je suis sidérée dans ce pays que les gens s'imaginent, enfin c'est vraiment la mentalité État-providence, mais qui existe aussi dans nos collectivités. La façon dont les gens s'adressent à nous, comme si on était, mais même pas un chien, quoi, c'est parfois. Donc, la façon qu'ils parlent au personnel des villes. Je rappelle que les 3/4 des gens qui bossent dans les collectivités ne sont pas très bien payés. Hein. C'est des catégories C, c'est des boulots parfois difficiles. Et on a de plus en plus des concitoyens, pas tout le monde heureusement, mais qui considèrent que ce sont des clients et non plus des usagers, et qu'ils peuvent en plus se permettre de parler au personnel municipal comme vraiment à des larbins, et aussi que tout devrait venir de la mairie. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir sur Messenger, je n'entends pas mes coordonnées, mais qui m'écrivent le dimanche super tard en disant à quelle heure ça ouvre, moi ça va pas du tout, vous ne m'avez pas répondu l'autre jour sur quel truc. Alors, mon premier instinct n'est pas une réponse très aimable, et en général j'essaie aussi d'éviter de répondre, mais voilà, les gens ne font même pas l'effort de se déplacer sur la dernière information, de taper avec son petit doigt sur un clavier téléphonique pour prendre l'info. Et il y a une espèce de dérèglement même du comportement, il n'y a pas que des dérèglements climatiques, hein, aussi des dérèglements cérébrales, et puis des dérèglements aussi de la politesse et de la civilité. Et c'est vrai que quand vous allez à l'étranger, c'est pas comme ça. Alors je dis souvent, une des bêtises qu'a fait de mon point de vue Jacques Chirac, c'est la suppression des services militaires. Mais si on devait rétablir quelque chose, moi j'adorerais que les gens aillent juste à l'étranger voir comment c'est. Ou dans les 3/4 du temps, on n'est pas aussi demandeur, on n'est pas aussi dictatorial dans les envies. Et c'est là où je me dis quand même que notre pays, qui est un beau pays, est vraiment malade, avec une société qui n'a plus le sens, peut-être aussi le problème de la société de consommation, mais qui, faute peut-être de vraies difficultés, je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans ce pays, mais ne se rend plus compte de l'ordre des choses et de la place de chacun, et puis attend tout des autres et plus de soi-même. Donc c'est vrai que cette situation compliquée est peut-être une petite chance de réfléchir sur son comportement, sur ce que l'on peut faire soi-même, et faire à l'échelon plus local, ce qu'on est à même de faire, mais il faut vraiment supprimer un échelon. Et de mon point de vue, c'est les agglos, enfin les EPCI qui sont entre eux. Parce que du coup, aujourd'hui, les mairies ont du mal à financer leurs projets parfois innovants. Elles dépendent largement des dotations de l'État et des recettes fiscales locales. Mais ces contraintes financières, elles sont souvent couplées à des obligations croissantes en matière de services publics et d'investissement, qui réduisent donc la marge de manœuvre de ces mairies. Donc face à cette réalité, quelles solutions concrètes selon vous pourraient être mises en place pour permettre aux communes de financer leurs projets tout en renforçant leur autonomie budgétaire qui est un peu compliquée aujourd'hui? Alors, en réalité, ce n'est pas forcément l'État qui nous aide. Donc, par exemple, le plus gros projet, on a eu énormément d'aide de la région. Donc c'est les régions aujourd'hui qui aident puissamment les collectivités. Et parfois qui sont abondés par les départements. Mais aussi là, les départements sont dans une situation extrêmement difficile. Donc déjà, ce qu'il faudrait, c'est qu'on laisse les régions et les départements gérer par rapport avec leurs compétences et que l'État ne se mêle pas de tout. Je vous donne un exemple, le plan vélo. On a un plan vélo de l'ADO, un plan vélo du département, un plan vélo de la région, un plan vélo de l'État. Franchement, en quoi l'État devrait mettre à ce point un œil focalisé sur les pistes cyclables, les circuits de vélo dans les villes, les départements et les régions? C'est plutôt probablement. Donc en plus, on est allé faire doublon avec le plan vélo de la région, qui est un plan vélo couplé d'un plan RER vélo, et qui était très bien. Et puis finalement, comme l'État n'y arrivait pas, au final, ils n'ont rien investi dedans. On a quand même mis des fonctionnaires pour s'occuper de ça. Donc déjà, ce qui serait bien, c'est pas faire doublon, mais laisser vraiment les collectivités avec leurs moyens financer
certains projets et pas faire des croisements de compétences, etc. Après, vous disiez une fiscalité locale, c'est pas vrai. Elle n'existe pas, la fiscalité locale. Déjà, la fiscalité locale d'origine, c'est les résidus de ce que l'État, des impôts d'État, que l'État ne souhaitait plus avoir. La patente, etc. Ça, c'est des résidus de fiscalité d'État. Donc en réalité, on n'a pas une vraie fiscalité à nous. Et avec la suppression de la taxe d'habitation, qui était la grande idée du président actuel, qui a été une catastrophe sur plein d'aspects, on a du coup plus qu'un seul levier fiscal, qui est la taxe foncière. Mais ce qui est assez injuste, parce que finalement, ça veut dire, aujourd'hui, quand vous avez à peu près 45% des gens ne sont pas propriétaires, ils ne payent pas la taxe foncière. Ça veut dire que les gens qui vont bénéficier, eux aussi, des crèches, de la police municipale, de l'éducation, tout ce que vous voulez, eux ne participent pas au service public de la ville. Donc c'est payé que par certains. Franchement, c'est dégueulasse. Et en plus, c'est dangereux, parce que vous habituez les gens à croire que tout est gratuit et tout est dû. Bah non, tout n'est pas dû, et tout n'est surtout pas gratuit. Et je pense vraiment qu'il faudrait un seul impôt local, si on n'en fait pas de nouveau deux, mais qui concerne tout le monde. Tout le monde. Alors évidemment, après, qui peut être proportionnel à ce que vous gagnez, à votre situation sociale, etc. Mais c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui profitent des mêmes choses et qui ne payent pas. Et déjà, il y a un problème de fiscalité. Il y a aussi le problème on dit que, vous savez, dans la Constitution, l'article 72 de la Constitution, qui dit qu'il y a le principe de libre administration des collectivités territoriales. C'est pipeau. C'est pipeau parce que la façon dont c'est rédigé laisse une attitude au Conseil constitutionnel qui est qu'à chaque fois qu'il y a une loi, projet de loi ou une proposition de loi qui est déférée devant le Conseil constitutionnel, parce que justement, ça vient créer des nouvelles charges pour les collectivités locales. Donc on peut se dire, bon bah là, au titre de l'article 72, normalement ça devrait être censuré, il ne censure pas. Il a une interprétation extrêmement large. Et d'ailleurs, ça s'est vu pour la suppression de la taxe d'habitation, il n'a pas censuré le texte. Alors qu'il n'y avait pas eu de concertation réelle des collectivités territoriales, ou par exemple quand on revalorise le SMIC, on change les modalités sur la retraite des fonctionnaires, etc. Ce qui peut se défendre, hein, c'est pas le sujet. Imaginez, vous votez votre budget, puis en cours d'année, on vous apprend que on va vous prendre 400 000 euros. C'est catastrophique. Hein. Moi, j'ai des collègues qui ne savent pas comment faire. Eh bien ça ne devrait pas pouvoir exister. D'ailleurs, pour l'État, qui lui est un cancre en termes de budget, et qui produit des budgets en déséquilibre, alors que nous, en plus, on est contraint de faire des budgets en équilibre quand on les vote. Quand vous introduisez au Parlement une mesure qui coûte de l'argent qui n'était pas prévu au budget, vous savez quel article on sort de la Constitution. Vous entendez peut-être ça si vous suivez les débats, si vous êtes assez maso pour suivre les débats à l'Assemblée. Vous entendez parfois crier article 40. Donc, l'article 40 de la Constitution, c'est ça. C'est que vous n'avez pas le droit de dire, tiens, aujourd'hui, je vais rajouter une disposition dans la loi, alors qu'elle vient venir imputer le budget voté de l'État. Bon, en revanche, nous, régulièrement, l'État nous rajoute une ponction ou une charge sur notre budget. Donc moi, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on réforme l'article 72 de la Constitution. J'aimerais aussi que sur les questions qui concernent les financements des collectivités locales, le Sénat ait le dernier mot. Donc, vous savez un peu comment ça marche entre l'Assemblée et le Sénat à la fin. C'est-à-dire qu'en grande majorité, les textes à la fin, quand il y a un désaccord entre le vote du Sénat et le vote de l'Assemblée, c'est réglé en commission mixte paritaire. Et s'il n'arrive toujours pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur le principe. Le principe, c'est que comme ils ont été élus au suffrage universel direct et pas indirect, ils seraient plus légitimes, etc. Et du coup, vous avez une chambre des collectivités territoriales, qui est le Sénat, et qui finalement se laisse dicter des textes qui ont des conséquences compliquées, terribles pour les collectivités locales. Donc je suis aussi pour que le Sénat, dans ces sujets-là, ait le dernier mot. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, je suis pour une recomposition du Sénat. Alors, je pense que le Sénat devrait être composé des représentants des grandes collectivités, par exemple des régions, des départements, et qui fonctionne un peu plus comme le Bundesrat avec les Länder allemands. Vous pensez que ce qui s'est passé hier pourrait vous aider à faire changer les choses? Alors, ce qui s'est passé hier ne va aider personne. C'est absolument lamentable ce qui s'est passé hier. Alors, je ne sais pas quel est
qui ici pourraient croire que c'est une chance qu'on fasse sauter des gouvernements à l'avant-veille de l'arrivée de chefs d'État, dont un des plus puissants du monde à Notre-Dame, que ce spectacle déplorable va évidemment impacter la position de la France, notamment vis-à-vis de nos créanciers, et puis surtout la situation économique de notre pays. On a une crise économique qui n'est pas à venir, on est déjà dedans. Nous, on le voit très bien d'ailleurs dans nos mairies, la crise de la construction, la crise du logement qui nous concernera sûrement à un moment donné, et la crise de l'investissement, ce qui veut dire une crise de l'emploi. On était quasiment arrivé au plein emploi, ça veut dire que tout ça va être un lointain souvenir. D'ailleurs, depuis quelques mois, pour la première fois depuis le Covid, vous avez plus d'entreprises qui ferment que d'entreprises qui ouvrent, et vous avez des très très grands projets industriels qui ont été suspendus à cause de l'instabilité politique. On est la risée du monde entier. Le spectacle donné à l'Assemblée nationale était pathétique, surtout avec un paquet de faux culs qui sont quand même arrivés au micro pour oser dire que c'était pour l'intérêt général, alors que quand on connaît les intérêts particuliers de tous ces gens-là, ça fait quand même doucement rire. Et non, je pense que ça ne va pas vous aider. Petite question sur la transition écologique, que vous avez expliqué. Justement, les communes françaises qui gèrent plus de 100% des investissements publics locaux, mais beaucoup de mairies se plaignent du manque de moyens pour mettre en place de vrais projets en faveur de la transition écologique. Est-ce que vous pensez que les mairies disposent aujourd'hui de liberté suffisante pour ouvrir des défis, ou là il faudrait engager des mesures pour renforcer leur autonomie et les de compétences écologiques? Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle la définition de l'écologie. Je ne peut-être pas la même que celui du maire de Grenoble. Il y a des choses qui sont sûrement respectables. Par exemple, chez moi, il n'y a pas de piste cyclable genrée. Par exemple, j'étais une des premières villes à mettre en place des micro-forêts urbaines. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est sur un concept d'un paysagiste japonais. Donc, ça fait aussi. C'est assez intéressant. En fait, vous faites des îlots de fraîcheur et puis de la verdure en pleine ville. Et en fait, comme vous plantez en serrant les espèces, et bien, du coup, elles vont croître beaucoup plus vite parce qu'elles veulent tendre plus vite vers la lumière en fait, pour survivre. Et je peux vous dire, ça marche vraiment parce que nous, en très peu de temps, on a vraiment des poumons verts. Par exemple, moi, j'ai mes opposants verts qui ont dit que c'était du greenwashing parce que ça venait de moi et je ne viens pas de LV. Donc déjà, les problèmes de l'écologie dans la collectivité, parfois, c'est la connerie. Pardon de dire ça comme ça. Ou quand on vous dit que si vous n'êtes pas vegan, c'est que vous n'êtes pas écolo, etc. Donc déjà, ce qui serait bien en France, c'est qu'on sorte des débats un peu polémiques, un peu stériles. Et je pense aussi qu'on prenne acte du fait qu'aujourd'hui, l'écologie, évidemment, personne ne normalement constituant quelqu'un dans la collectivité locale ne remet en cause l'urgence de la transition énergétique. Et je pense que ça ne devrait pas être l'apanage d'un parti politique. C'est vraiment, honnêtement, moi, je n'ai pas un collègue qui n'est pas impliqué là-dedans. Après, ce que je trouve dommage, c'est que ça remplace d'autres sujets. Par exemple, chez moi, ils ont fait ça à la construction, alors que, par exemple, vous pouvez faire des écoquartiers. On est en train de faire mon écoquartier qui va être même avec des bâtiments créateurs d'énergie. Ça n'y aura aucune facture énergétique. Donc, c'est comment on loge les gens, parce que j'imagine que personne ici vit, je ne vous le souhaite pas, dans une yourte. Mais en même temps, comment on fait justement des logements beaucoup plus vertueux, comment si on ne fait pas n'importe quoi, on ne surdensifie pas, etc. Mais il faut trouver un bon équilibre déjà pour en parler. Donc les maires ont quand même des moyens pour faire avancer la transition écologique, mais on bute quand même parfois à certains dogmatismes. Moi je vous dis franchement, si je n'avais pas des recours abusifs au tribunal, d'ailleurs qui sont systématiquement perdus par mes opposants, j'aurais avancé beaucoup plus vite dans justement la construction dans des zones où il n'y avait rien, de bâtiments justement complètement respectueux justement de la décarbonation, de la création d'énergie. Donc il y a le problème déjà du dogmatisme. Après, il y a le problème évidemment du financement. C'est vrai que nous, on est passé dans un programme, on va aller beaucoup plus vite que ce que nous demande l'État pour que tous nos bâtiments soient respectueux justement de ces contraintes liées à l'amélioration du climat dans ce pays. On a mis beaucoup de moyens. On a des financements, on a des aides, je ne sais pas comment sera le budget demain, mais on a quelques aides là-dessus, et c'est vrai que c'est un gros effort de la ville. Mais en revanche, moi je me refuse que cet effort pour la transition énergétique qui est fondamental soit mis en concurrence ou soit jugé plus important que par exemple ce que je fais pour l'éducation et la culture.
ça me paraît au moins être un sujet tout aussi important. Donc, c'est plus vaste qu'uniquement la transition énergétique, uniquement des quasi-budgets ou de l'État. Et dans ce cas, la solution ne serait pas de mettre en place des réformes qui feraient plus participer les citoyens dans les politiques locales? Ça, c'est le grand truc à la mode, ça. Alors, je vous rappelle quand même, hein, les conseils municipaux, on est quand même élus par les gens, on est tous les jours dans la rue, ils nous voient en direct. Je sais que ça fait très... la démocratie participative, c'est le grand truc, mais il n'y a pas plus de démocratie participative qu'un conseil municipal, sachant qu'en plus, moi, je prends dans ma vie, j'ai un conseil handicap, un conseil senior, un conseil des jeunes, et des réunions publiques tous les 2-3 mois, des porte-à-porte, des réunions chez habitants. Le problème, c'est que ça vient souvent en fait doubler ce que l'on fait déjà. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se couper des gens, d'avoir ces instances représentatives dont on parle, mais si on donne aussi l'idée que tout se vaut et que c'est pas du tout péjoratif, hein, mais que n'importe qui, même parfois sans travailler les dossiers, peut se permettre de donner son avis, je pense aussi que c'est très démago et peut-être pas forcément souhaitable. Parfois c'est bien, moi je vous dis, je consulte énormément, mais il y a un moment, il y a des gens qui sont, j'allais dire, payés pour prendre des décisions et surtout travailler à la logique et à la cohérence et au financement des décisions. Donc de la démocratie participative, oui. En revanche, quand ça devient le mantra et que c'est à la place de la démocratie représentative, je pense que c'est plus démago qu'utile. Et la mise en place des conseils, plus notamment en termes de transition écologique, des citoyens qui étaient tirés au sort en fait pour un pays, pas forcément ça. Je trouve ça, franchement, moi je trouve qu'en plus c'est encore une manière de décrédibiliser le Parlement et qu'on ferait mieux de travailler collectivement à un Parlement plus représentatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des instances citoyennes qui remontent justement les choses vers des politiques. Mais ça veut dire finalement, si vous faites ça, que le Parlement, ça ne sert à rien. En revanche, je trouve qu'il n'y a pas assez de référendum dans ce pays. On dirait la dernière fois qu'il y en a eu un, on n'a même pas écouté ce que les gens, on est revenu dessus par vote du paiement, ce qui était une très mauvaise chose. Mais je pense qu'il faudrait plus, en revanche, de référendum, comme c'est ce en Suisse, par exemple. Du coup, maintenant, si ça ne vous dérange pas, on va passer aux questions avec le public, qui, je pense, ont pas mal de questions à poser, surtout au vu des derniers événements politiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des micros. Ok. Du coup, tout à l'heure, vous nous parliez du fait que vous aimeriez que des représentants de collectivités puissent être au Sénat. Pourquoi au Sénat et pas à l'Assemblée nationale? Parce que le Sénat est la chambre de collectivité. Okay. Il représente, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. C'est pour ça qu'il y a un bicamérisme. Vous avez d'un côté une chambre qui représente directement les citoyens, c'est l'Assemblée nationale, c'est pour ça que c'est du suffrage universel direct. Et vous avez la chambre des collectivités locales. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le mode d'élection du Sénat, mais c'est les conseillers municipaux, enfin certains conseillers municipaux, les adjoints, les maires et les conseillers départementaux régionaux qui élisent les sénateurs. Donc, c'est pour ça que c'est indirect. Mais à partir du moment où c'est la chambre des collectivités, je trouverais normal qu'il y ait un système plus direct justement de représentation des collectivités. C'est une question, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer en politique chez les Républicains et chez les Républicains Et dans votre vie, dans la vie de Cavani? Ah alors, la politique, c'est parce que quand j'étais enfant, déjà j'étais très engagée avec mes parents dans les activités associatives, et notamment chrétiennes. On faisait les repas, nous en général en famille on faisait le 25 décembre Noël, et le 24 au soir on allait après les familles servir le repas. J'ai fait ces opérations pour les gens victimes de la lèpre en Afrique, on faisait des colis pour les enfants de prison, etc. Donc bref, on était très engagés associativement, donc il y avait cette conscience quand même d'aller vers l'autre. Après, il y a eu le fait que mon père à un moment a été maire, et c'était assez complexe parce que d'un côté il était maire, de l'autre côté professeur de sciences politiques. Donc je baignais dans la politique parce que je trouvais ça passionnant, j'allais dire par la grande porte, parce qu'on parlait des grands courants politiques, on parlait aussi de philosophie, de théologie, etc. C'était passionnant. Et de l'autre côté, passant l'expérience de maire, un jour j'ai vu rentrer à la maison en larmes parce qu'ils ne savaient pas comment reloger une famille suite à un drame familial, etc. Et ça m'a marqué de voir mon père en larmes.
parce qu'ils pensaient à des gens. Et c'est des choses comme ça qui m'ont motivée. Et après, je ne sais pas qui a vu La vie est belle de Franck Capra. Hein? D'accord, ben voilà. C'est parce que j'ai vu La vie est belle de Franck Capra. Alors, si vous ne l'avez pas vu, il faut voir La vie est belle de Franck Capra. Alors, Franck Capra, un très grand cinéaste qui avait une vision très humaniste dans son film. Et ce film-là, La vie est belle, est un très beau film avec James Stewart. Il a fait un autre film qui est très connu, parmi d'autres, avec James Stewart et Mr. Smith au Sénat. Et dans La vie est belle, je vous la fais courte, mais c'est un film qui, quand il est enfant, il est traumatisé parce que son frère a été victime d'un grave accident. Il grandit, il en a tiré une surdite à l'oreille. Depuis cette période-là, il a ce petit handicap, mais il est très implanté dans sa vie, etc. Et il tombe amoureux en plus d'une fille avec qui il a grandi. Et puis bref, il a l'occasion de partir dans une plus grande ville, faire des études prestigieuses. Puis finalement, il va rester parce que tout le monde veut qu'il gère la ville. Il aide aussi à lutter contre un grand promoteur qui veut défigurer la ville, exproprier les gens, etc. Et puis finalement, à un moment, il n'y arrive pas. Et il veut se suicider. Et il y a un ange complètement débile qui doit gagner ses ailes. Le bon Dieu doit lui offrir ses ailes. Et quand il lui offre ses ailes, il lui dit écoute, en gros, t'es pas doué, mais si tu veux gagner tes ailes, il faut que tu empêches le type de se suicider. Et en fait, il va l'empêcher de se suicider en lui montrant ce qu'aurait été cette vie si ce type n'avait pas été là. Mais c'est un film très très humaniste. Et donc, bref, quand j'ai vu La vie est belle de Capra, c'est dit voilà, quand on est à l'échelle d'une ville, voilà ce qu'on peut faire pour l'autre. En termes de création, mais surtout en termes humains. Donc je dirais que ça c'est pour le côté maire. Après les Républicains, c'est moins cher que d'aller chez le psy, mais c'est pas de la tarte. En fait c'est tout simplement parce qu'en 92 j'ai fait la campagne du non à Maastricht avec Philippe Séguin, parce que j'étais pro-européenne et donc anti-Maastricht. Ça se défend, je vous assure. Et si vous écoutez le grand discours de 2 heures de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale, qui est un discours mythique pour beaucoup de gens, tout ce qu'il dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'était il y a une trentaine d'années, donc un homme visionnaire et extraordinaire, d'une érudition, d'une éloquence qui fait pâlir d'envie quand on voit la grande médiocrité d'une très grande partie de la classe politique aujourd'hui. Et en fait, c'est pour lui, et parce qu'il était brillant, et parce qu'intellectuellement je trouvais ça passionnant, je suis rentrée au RPR, où là, j'ai systématiquement été en minorité. C'est l'histoire de ma vie. C'est dans un parti plutôt minoritaire, mais c'est pas grave. Mais je ne serais pas nulle part ailleurs, mais j'y suis pas bien tout le temps. Je sais pas comment dire ça, pour être très franche, même si là, je m'y sens mieux depuis 2-3 mois. Parce que pour une fois, on a été vraiment nickel, je trouve, de mon point de vue, pendant les élections législatives, quand d'autres sont allés se vendre pour des postes, et même avec des extrémistes, qui soient de gauche ou de droite. Eh bien nous, on a préféré perdre des sièges et certains tout perdre, plutôt que d'aller se compromettre. Et j'aime bien ça, quitte à être perdant, mais au moins perdre avec les honneurs et les armes à la main. Pour une fois que c'était nickel, propre, clair, c'était assez miraculeux. Et depuis, je me sens plutôt bien. Et comme là, on est au fond du trou, mais tous collectivement, il y a le vrai... ça fait très très longtemps quand même que j'essaie de défendre l'éducation, du patrimoine, de l'émancipation, enfin ça on peut en parler, et que pour une fois j'ai vraiment l'impression d'être entendue, parce qu'il y a une prise de conscience que ce qu'on défend et qui n'était pas déshonorant au moment des campagnes présidentielles, et surtout la dernière, c'est très bien, mais pour moi c'est plus des programmes de Premier ministre que des programmes de Président de la République pour donner une espérance et une vision au pays. Donc du coup, et Taverny parce que... il ne se passait rien à Taverny, c'était une belle endormie, alors, mais rien, nada, que dalle. Et en plus, c'était des gens pas très, de mon point de vue, pas très honnêtes, qui étaient à la tête de la ville. Et surtout, quand je voyais l'énorme potentiel, ça m'a démangé de prendre ça en main. Et après, ce qui est très chouette aussi, c'est que quand vous êtes, parce que j'aime beaucoup dans mon mandat, c'est que vous êtes à la tête d'une équipe. Et il y a un esprit très familial. Et par exemple, une de mes plus grandes fiertés, alors je ne vais pas vous annoncer un truc mirobolant, c'est qu'on a un gros groupe WhatsApp avec à peu près une centaine de personnes qui sont vraiment des gens qui ont participé à la campagne et tout. Et bien, depuis la dernière campagne électorale, il n'y a pas un matin
Il n'y en a pas déjà un qui dit bonjour tout le monde, aujourd'hui bon anniversaire à machin, aujourd'hui tiens il n'y a pas de train. Enfin, mais le groupe continue à fonctionner en famille, alors que les municipales étaient en 2020, qu'on a fait la campagne en 2019. Donc ma petite fierté, c'est d'avoir réussi à créer cette ambiance familiale, humaine, avec des gens en plus brillants, mais aussi très humains. Alors que quand on voit ailleurs parfois des divisions, des coups de poignard et tout, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je suis contente d'être mère et manière. Je suis contente aussi d'être mère. C'est un peu la même chose. Je disais le jour à Laurent Wauquiez, parce qu'il parlait du grand thème pour les Républicains. Je disais que pour moi, le thème, le bon thème, c'était la protection et l'émancipation. Et finalement, une maman, c'est peut-être aussi un papa, mais une maman, elle veut pour son enfant à la fois le protéger et parfois lui donner un coup de pied derrière, à façon de parler, pour qu'il y aille quoi. L'émanciper, quoi, pas tant dit. Et du coup, je pense que pour les pays, il faudra à la fois de la protection et de l'émancipation. Bonjour Madame le maire, je suis président d'une association de valorisation du patrimoine et je voudrais en savoir plus sur votre position quant aux politiques publiques en faveur de la protection du patrimoine. Est-ce que vous estimez que les collectivités territoriales ont toute leur place dans cette protection? Et si oui, comment ça se matérialise? Et vous, quelle est votre action en faveur du patrimoine? Je vous remercie. Alors, évidemment que les collectivités doivent le faire. Elles doivent le faire même déjà pour une chose toute simple, c'est que depuis la loi 1905, toutes les églises, par exemple, qui ont été construites avant la loi 1905, c'est les villes qui en sont responsables. Et même les villages. Même un village qui n'a pas les moyens est responsable de son église avant 1905. Je dis l'église parce que c'est un élément saillant de notre patrimoine, même si évidemment il n'y a pas que ça. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Déjà, la région, avec Valérie Pécresse, on a énormément augmenté, à plus de millions, le budget pour le patrimoine, et on a même créé quelque chose qui n'existait pas. D'ailleurs, après, depuis, je crois, un peu inspiré d'autres régions, c'est le label patrimoine d'intérêt régional. Car vous avez dit le label, vous avez le patrimoine protégé par l'État aux monuments historiques. Et à côté, je veux dire, il y a plein de petites Notre-Dame en France, et puis vous avez plein aussi de patrimoine qui n'est pas forcément un château ou une église, mais qui à un moment donné va traduire une partie de l'histoire d'un lieu. Par exemple, j'ai déjà labellisé des halles à fromage, des gares, des cités ouvrières, des laves-sabots, mais parce que ça racontait quelque chose de l'histoire de la ville ou du village. Et quand on labellise, ça permet, de sacraliser un lieu, de dire, voilà, un peu plus patrimonial, c'est les services qui instruisent en plus, tout ça, et après ça ouvre droit à des subventions de la région pour la valorisation et la restauration du lieu. Donc nous, on a apporté quand même une aide financière importante, donc que ce soit pour du petit patrimoine ou pour du grand patrimoine. Par exemple, Notre-Dame, on est la seule collectivité à avoir donné, on a donné 10 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame. Il y a aussi, on a participé à la création d'un campus des métiers du patrimoine à Versailles, et c'était avant que Notre-Dame ne brûle, et heureusement qu'on l'a fait, parce qu'on s'est rendu compte avec Notre-Dame à quel point on avait perdu même des métiers dont le savoir, ces métiers-là, c'était des métiers typiquement français il y a plusieurs siècles, et on les avait fait fuir ailleurs, notamment de notre mépris de caste vis-à-vis de l'artisanat et de certains syndicats d'éducation nationale. Mais en tous les cas, voilà, il y a aussi les métiers du patrimoine qu'il faut aider. Et puis après, je vous dirais que ce qui est compliqué pour les petites communes, c'est pas simplement l'argent, c'est aussi d'instruire les dossiers. C'est la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, et c'est là où c'est compliqué. Parce que quand vous avez un village, il y a le maire, elle a une secrétaire de mairie, et c'est tout. Donc il peut s'appuyer sur les services parfois des agglos du département, mais enfin le maire est très isolé. Donc, les DRAC font du travail, Direction régionale des affaires culturelles, et nous ce qu'on voudrait c'est que l'État aide les mairies à avoir beaucoup plus de moyens aussi pour l'instruction des dossiers. En fait le premier problème c'est l'instruction des dossiers. Vous avez parlé des systèmes suisses et allemands qui sont des systèmes très fédéraux. Est-ce que vous pensez que la France devrait peut-être se tourner vers un système comme celui-ci? Oui, mais d'ailleurs, c'est pas incompatible avec un État fort, un État souverain et
une nation unie et indivisible, mais avec beaucoup plus de pouvoir de connectivité, parce qu'il y a des choses qu'on fait mieux que l'État. Donc, plutôt que de nous alourdir les normes, nous emmerder matin, midi et soir, avec des créations d'agences de l'État, qui sont des cauchemars, disons, et qui parfois nous font perdre un temps fou. Moi, j'ai eu la chance, comme je suis première vice-présidente de la région, d'avoir suffisamment de poids, parfois pour faire avancer des dossiers un peu plus vite. Mais même, moi, parfois, c'est très usant, en fait. Ce qui est usant, c'est ça, c'est le temps qu'on perd. Et un grand projet d'aménagement, ça vous prend au moins un mandat. Ça prend au moins 6 ans. Et rien que l'aspect normatif et bureaucratique, ça prend un temps fou. Par exemple, même dans une zone très urbaine, vous allez refaire un aménagement, c'est le cas dans le centre-ville sur un parking existant. Il faut faire venir, par exemple, le service de prévention archéologique. Et parfois, vous prenez 6 mois dans la vie. Et en faisant des prières pour qu'on ne trouve pas des os qui soient trop vieux. C'est heureusement, les gens, ce n'est pas des os mérovingiens, mais non, sincèrement, c'est un enfer. Et régulièrement, vous apprenez d'ailleurs qu'il y a un service de l'État qui existe. Faites une inauguration, on dit tiens, l'État envoie telle agence pour parler, on dit ah ben je ne savais pas qu'ils existaient. Donc vous apprenez un nouveau sigle, mais vous n'imaginez pas l'imagination quand même pour créer un paquet d'agences qui ne servent à rien et qui d'ailleurs créent du fonctionnaire. Je ne suis pas du tout anti-fonctionnaire, mais c'est vrai que c'est dingue de créer des postes qui ne servent strictement à rien à part produire de la norme. Vous nous avez fait part d'un avis très tranché du coup sur les événements politiques récents. Alors, cet été, vous disiez qu'il fallait être tordu pour s'allier avec le Rassemblement national. Aujourd'hui, on voit je suis Éric Ciotti. Oui, je sais. Et je continue à le penser. C'est un grand tordu. Mais aujourd'hui, on voit que le gouvernement de Michel Barnier a été censuré en partie à cause du Rassemblement national qui ne l'a pas soutenu. Oui, enfin pas que. Oui, non, pas que. Le front de gauche aussi, évidemment. Mais aujourd'hui, quel avenir vous envisagez pour le prochain gouvernement, en partie du côté républicain? Il n'y en aura pas, alors soit il ne fera rien, donc ça veut dire que notre pays a encore moins d'avenir, soit il essaiera de faire quelque chose, il sera censuré, ce qui veut dire aussi que notre pays n'a plus d'avenir pendant un certain temps. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dissoudre avant le mois de juin-juillet. Donc je pense qu'on est très mal barré. Non, il n'y a pas d'avenir, là, à court terme. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de majorité. Vous avez des gens en plus qui sont incapables de voir autre chose que leurs intérêts, leurs petits intérêts. Ils pensent tous qu'ils allaient river sur l'éventuelle dissolution du mois de juin ou juillet, en se disant comment je vais garder les postes. J'entendais même qu'au sein du nouveau Front populaire, ils envisageaient éventuellement de faire scission avec Mélenchon. J'attends de voir sérieusement si au mois de juin-juillet, ils vont pas subitement leur retrouver des vertus pour garder leur siège de député. Donc tout ça, c'est de la blague, de la très mauvaise blague. Mais non, je ne crois pas, enfin, c'est arithmétique. Alors, j'étais pas très bonne en maths à l'école, mais je sais encore faire des additions, des soustractions et des multiplications. Au moins sur multiplier par 3, 4 ou diviser, ça, je sais faire. Et oui, il n'y a pas la majorité. Qu'est-ce que vous voulez faire sans majorité? Avec des gens qui ne sont pas sérieux. Parce que sincèrement, le budget du pauvre Michel Barnier, c'était pas mon budget idéal. C'était le budget idéal de personne. Même pour le bloc central, personne n'était satisfait de ce budget. À part que vous aviez des gens qui se disaient, bon, on a quand même intérêt à le garder, parce qu'il y a très peu de temps, il faut boucler le budget, le pays va très mal, on améliorera petit à petit. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu un très très gros travail qui avait été fait au Sénat. Et visiblement, l'intérêt général n'a pas primé. Donc si vous comptez sur l'intelligence collective, à l'Assemblée nationale, quand on voit des gens qui la proposent pour grande partie d'entre eux, j'ai des doutes affreux sur la capacité à être intelligent. Mais après, vous êtes peut-être plus optimiste que moi. L'une des pistes envisagées, c'est de créer un gouvernement technique, du coup issu d'aucun parti politique. Un gouvernement technique, c'est un gouvernement qui fait rien. Donc, c'est ce que vous pensez? C'est pas ce que je pense. C'est clinique, un gouvernement technique, ça veut rien dire. Même quand à chaque fois on prend l'exemple italien. J'ai l'exemple italien, l'Italie ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas du tout le même système institutionnel, ils n'ont pas du tout le même système politique. Et Mario Draghi, moi je veux bien un Premier ministre technique comme ça tous les 4 matins. Il est très politique en réalité. Et il n'était pas technique. C'est pas un gouvernement si technique que ça. Il était quand même engagé politiquement, Mario Draghi.
pour vous donner un exemple de gouvernement technique. Mais en plus, je ne crois pas qu'ils prennent, j'en sais rien, je n'ai pas regardé mon téléphone. Mais aux dernières nouvelles, je n'ai pas l'impression qu'il allait vers un gouvernement technique. Mais un gouvernement technique, ça veut dire quoi? Il n'y a rien de technique, on sait très bien ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, ce sera douloureux. Il faut trouver 60 milliards en un an. Ça ne peut que faire mal. Seulement, vous avez des gens au Parlement qui vous expliquent qu'il ne faut pas que ça fasse mal. Donc, si vous mettez un gouvernement technique, techniquement, je ne sais pas comment il fera pour faire un truc qui fait mal sans que ça fasse mal. Forcément une solution pour améliorer la situation. Soit le chef de l'État démissionne, mais il n'en a pas l'intention, soit il a tout à fait son droit, soit il y a une démission de tous les parlementaires. Ça m'étonnerait beaucoup. Surtout qu'il y en a certains qui auraient peur de partir de leur siège, donc pour ça, mais ce serait la solution. Et donc, il n'y aura rien de tout ça. On aura une situation pourrie jusqu'au mois de juin, juillet, et là, il y aura des solutions. Sauf miracle, Bon, alors, on aura en effet un Premier ministre mou. J'ai entendu passer un nom qui est prometteur en matière de mollesse, mais on verra. Mais si on a un ministre mou, un Premier ministre mou qui ne fait rien, peut-être que ça les calmera un petit peu à l'Assemblée, mais c'est quand même pas souhaitable pour le pays. Moi, pardon, je n'ai pas réagi à cette idée. J'avais une question. Je vais revenir sur ce que vous disiez sur les États fédérés ou les États comme la France, et juste par rapport à ce que vous disiez au niveau de l'Union européenne, vous étiez pro-Europe, mais contre Maastricht. C'est par rapport au débat entre l'Europe confédérée ou fédérée? Alors, je pense que déjà, c'est très dommage qu'on ait construit une Europe monétaire, en plus basée sur le benchmark, c'est quand même fait un peu avoir dans l'histoire, et qui n'ait pas été une Europe politique avant tout, avec une vraie réflexion aussi sur l'Europe de la défense. Aujourd'hui, ce serait extrêmement compliqué pour nous, par exemple, de quitter l'OTAN, alors qu'il n'y a pas d'Europe de la défense. Et en plus, avec des atteintes très sérieuses à notre souveraineté, notamment au niveau du droit. Je ne sais pas s'il y en a ici qui fait du droit public. Ouais. Arrêt Saran, on s'est fait aussi à Harakiri, mais moi je suis contre ça intellectuellement. Après, je ne suis pas évidemment, je ne suis pas contre l'Europe, c'est pas le sujet. Et je suis contre le couple franco-allemand. Déjà parce que je pense qu'il n'existe pas. En tous les cas, c'est pas ma vision du couple. Si mon couple était comme le couple franco-allemand, je serais hyper inquiète. Je serais très mal barrée. Il y a un énorme déséquilibre dans ce couple. Et tant mieux d'ailleurs pour l'Allemagne. Je ne suis pas du tout anti-Allemagne. C'est un grand pays, un grand peuple. Mais d'ailleurs, ça s'est même vu sur le plan écologique. La façon dont on s'est fait harakiri sur le nucléaire, notamment à cause d'Angela Merkel et des Verts allemands, pas forcément d'ailleurs pour des solutions plus écologiques quand on voit ce qui s'est fait en Allemagne, vaste débat, mais même sur d'autres sujets, même sur aussi le déficit et l'intégration ou pas du budget militaire français, qui est le seul pays à porter l'Union européenne. Sur beaucoup de sujets, on s'est fait avoir. Il n'y a pas de couple franco-allemand. Moi, personnellement, mais ça se discute. Mais moi, ça permettrait un débat, parce que, parenthèse, je trouve très dommage qu'au moment des élections présidentielles, on ne parle pas des domaines du chef de l'État. On parle de tout sauf du domaine du chef de l'État. On ne parle pas de politique étrangère, on ne parle pas d'Europe, on ne parle pas de défense. Alors que c'est passionnant et c'est surtout, c'est pas éloigné. C'est ce qui se passe chez nous, plus ou moins directement, sur le plan de l'influence économique, mais aussi sur le plan du terrorisme, etc. Mais moi, personnellement, je pense que notre alliance devrait être tournée vers la Méditerranée. Et que là-dessus, Nicolas Sarkozy avait eu, comme souvent, une très bonne intuition, mais après une réalisation qui n'était pas là. Mais je pense que notre question de départ était la bonne. Et que notre avenir est plus en travaillant avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, même la Grèce à qui on ne permet pas donner des leçons aujourd'hui. Et éventuellement même certains pays des Balkans, Mais je pense que notre alliance avec l'Allemagne est un leurre, même si sur le plan évidemment d'histoire, sur le plan philosophique, c'est quelque chose qu'on peut garder, mais sur le plan économique et sur le plan aussi du partage aussi de traditions. Je pense qu'on a plus intérêt à se tourner vers la Méditerranée. Et donc, à ce niveau-là, du coup, par rapport à cette relation franco-allemande, est-ce que vous voudriez que
une relation identique, mais avec un pays peut-être moins puissant que l'Allemagne, d'un point de vue, déjà, j'aurais dit qu'on redevienne puissant. Retourner la Ce situation. serait déjà pas mal. Et puis je vous dis, moi je pense qu'on a beaucoup à faire avec notamment l'Espagne et l'Italie. Hein? Peut-être moins de poids et. Le poids, vous savez, c'est quoi qu'on se donne à un moment donné. Si vous faites des alliances intelligentes, si vous êtes moteur, vous reprenez du poids. Ça dépend aussi de ce que vous imposez collectivement et quels doivent être les critères. Est-ce que le critère, c'est uniquement la bonne vertu budgétaire ou autre chose? Ça se discute. Moi, la première question, c'est comment vous gérez à terme tout ce qui est crise migratoire et revenu dans le ville. Et la deuxième, c'est vous disiez le chef d'État ne peut pas démissionner. Vous avez vu qu'avec Charles de Gaulle, en 1975, Ah non, mais j'ai dit celui-là, il peut. Ah, celui-là, d'accord. Ah oui, moi j'aimerais qu'il démissionne. Alors pas parce que c'est lui, hein, parce que ce serait puissant. Que les gens s'expriment. J'ai été la seule à droite à le dire au mois de septembre. C'était visiblement ma venue des soucis, pas des soucis. Parce qu'il n'a pas pu là-haut. Mais non, je le pense sincèrement, mais c'est pas une atteinte d'ailleurs à sa liberté, au respect que j'ai pour l'institution et lui à travers l'institution. Je ne me permettrai pas, à un petit niveau, de leur dire Emmanuel Macron ce qu'il doit faire. Mais je pense que dans la situation actuelle, oui, ce serait à la fois une mauvaise et une bonne chose, parce que ça voudrait dire quand même qu'on peut affaiblir puissamment un président de la République et l'amener à démissionner. Donc ça, c'est le bémol. Mais là, actuellement, je pense qu'il a amené à ça, même si d'autres ont aussi participé. Et après, c'était par rapport aux flux migratoires. Oui, à la gestion actuelle de migratoire, c'est par rapport à Au niveau de la France. Oui, enfin, au niveau de la France et de l'île. Et de la ville. Oui. Alors, au niveau. En fait, le problème, c'est pas les flux migratoires. Enfin, si, il peut y avoir un problème de peuplement quand même et de logement. Donc ça, c'est vrai qu'on a un problème de logement. Le problème, c'est surtout l'intégration. J'ai rien contre les personnes parce qu'ils sont immigrés. Hein. Moi-même, des origines immigrées du côté de la mer, on est arrivé en France, elle est en Italie. Mon mari est né en Argentine. Vive l'immigration, hein, je ne vais pas vous dire, l'immigration, c'est une mauvaise chose. En revanche, l'immigration subie et l'immigration où on se trouve dans un discours ferme sur l'intégration. Et le problème de l'intégration, c'est de dire déjà à quoi on s'intègre. Et comme ça fait des décennies qu'on est en mode expiatoire d'un passé qui sera un passif sur plein d'aspects, ce qui fait qu'on renie totalement, enfin une partie, renie totalement ce que nous sommes historiquement, à quoi voulez-vous que les gens s'intègrent? On n'a même plus le droit de dire joyeux Noël, alors moi je vais vraiment, mais et quel que soit, je me rappelle, les gens d'origine même immigrés venus du Maghreb, dans les années 70, ils n'ont jamais eu de problème pour fêter Noël. C'est des débats qui sont récents, c'est une dérive qui est récente, mais qui, à mon avis, c'est nous qui sommes foutus, c'est pas les gens qui viennent d'ailleurs, c'est qu'on ne sait même plus revendiquer ce que l'on est, on en aurait honte. Donc en tout cas, moi dans ma commune, je suis extrêmement ferme sur ce qui on est, nos valeurs, ce qui n'empêche pas du tout d'apprécier notre culture. Mais oui, tout ne se vaut pas. Et oui, il y a une culture à la base historique, mixte, compliquée, et qui fait aussi la beauté de la France. Et en même temps, sa grandeur, c'est aussi d'avoir accueilli des populations, des Italiens, etc. Mais oui, à Noël, Noël, c'est une fête traditionnelle qui aujourd'hui appartient à tout le monde. Pâques, oui, ça fait partie aussi de l'histoire du pays. Enfin voilà, je pense qu'il y a déjà ce problème à l'intégration qui est lié à nous et pas aux autres. Après, il y a évidemment le problème des OQTF et le problème du fait que quand il y a des gens qui viennent commettre des crimes ou des attentats, ils devraient directement être repoussés. Mais alors, il y a des mesures que l'on peut prendre aujourd'hui qui ne demandent pas tant que ça de courage politique. La difficulté que nous avons, c'est déjà, il y a des choses qui relèvent aussi de l'Europe. Que ce qu'on a fait en Libye n'était peut-être pas la chose la plus intelligente aussi pour contrôler les flux migratoires. Et qu'après, donc, qu'il faudra réviser la Constitution, parce que le projet de loi qui a été censuré, assez curieusement d'ailleurs, sur pas mal de choses, on pourrait des constitutionnalistes qui sont quand même assez surpris de voir ce que le Conseil a jugé des qualités législatifs et qui n'avaient pas trop l'air d'en être. Mais il y a deux options. Ou en effet on réforme la Constitution,
permettrait de faire en face cette immigration qui est importante. Ou alors on fait très attention à qui va être nommé président du Conseil constitutionnel. Simplement, personne n'en parle, mais le président de la République doit bientôt nommer un président du Conseil constitutionnel. Le bord politique d'origine du président du Conseil constitutionnel, en rapport à la question que vous posez, c'est le vrai sujet sur le plan intérieur. Et après, je vous dirais, ce qui est aussi important, c'est que, notamment à droite, moi j'en dis souvent, bon, on parle de tout ça très bien, on a des positions très claires, mais attention, la catastrophe climatique au niveau de la planète va faire qu'on va avoir des flux migratoires hyper importants. Et c'est quand même embêtant de dire à des gens qui meurent chez eux à cause des catastrophes climatiques, restez chez vous à mourir. Restez chez vous mourir, c'est pas possible. Donc il faut aussi que, si vous voulez lutter contre l'immigration subie, évidemment, il faut se protéger chez nous. 2, il faut réfléchir à notre corpus d'intégration. Et être très ferme et sévère là-dessus, sur l'apprentissage du français, etc. Et 3, il faut aussi aider les pays qui vont subir des catastrophes climatiques terribles. On ne peut pas les abandonner à leur triste sort comme ça. Donc c'est un problème en réalité qui est beaucoup plus vaste que juste les incantations qui sont proférées par certaines et certains. Ça fait 2 fois que vous parlez de remodeler la Constitution. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de changer de constitution, de réviser une constitution. Ben, je ne suis pas en train de dire que je suis pour la 6e République. Ok. Le problème, c'est que la constitution, telle qu'elle a été écrite par Michel Debré, il y avait la constitution écrite et l'esprit de la constitution. L'esprit de la constitution, c'était De Gaulle, avec une pratique très digne du pouvoir et où il tenait compte du fait qu'il était responsable devant le peuple. Le problème, c'est que quand vous tombez après sur des gens qui n'ont pas du tout cette éthique-là du pouvoir, ben c'est fini. Donc c'est là-dessus qu'il faut aussi appuyer avec des choses qu'il n'avait pas prévues. Et surtout, ce qu'il n'avait pas prévu, le général de Gaulle, c'est que je vous rappelle qu'au moment de l'élaboration de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel déjà n'avait pas quand vous déférez les lois devant le Conseil constitutionnel, vous devez juger la loi si elle est conforme, pas à la Constitution, au bloc de constitutionnalité. Ça, c'est depuis 1971. Il y a eu un coup d'État jurisprudentiel où les juges ont décidé qu'ils intégraient à la Constitution les grands principes constitutionnels, le principe de la Troisième République, la préambule de la Constitution de 1946, etc. Et en plus, depuis Giscard, vous avez eu cette réforme qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, le Conseil constitutionnel n'est plus saisi uniquement par le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais il est saisi par au moins 60 députés, 60 sénateurs, etc. Donc au moment où, en général, il crée le Conseil constitutionnel, il ne fonctionnait pas du tout comme maintenant. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer aussi la Constitution, c'est que le système, elle a bougé justement cette Constitution. Et je pense aussi qu'il faut pour les 2 quinquennats limités à 2. C'est une bêtise monumentale. J'ai toujours le jour où j'arrêterai d'être maire, si les gens m'ont réélu évidemment, je ne le dirai pas à mon équipe, je le dirai 1 heure avant. Le jour où vous passez une annonce pour dire j'abandonne le pouvoir dans 2 ans, c'est fini. On ne vous respecte plus, vous ne gouvernez plus rien. En plus, encore quand vous êtes une femme, vous n'imaginez même pas. Donc quand vous êtes président de la République et qu'on sait dès le 2e quinquennat, si vous êtes réélu, que c'est déjà fini, regardez pour Emmanuel Macron, ça a aussi aidé à le déstabiliser. Parce que les Édouard Philippe, Darmanin, tout ça, ils ont commencé déjà à sortir les couteaux. Quand Jacques Chirac a été réélu, bon, il y a eu la guerre entre Nicolas Sarkozy et Dominique Villepin. Donc je pense que même si parfois, à cause de l'âge du président, on se doute du fait qu'il ne se représentera pas, il ne faut pas que ce soit écrit. Et aussi, le quinquennat, je me rappelle à l'époque, je me dis que c'était pas si mal que ça, parce que moi, quand il est nul, on est là que 5 ans. Mais je pense que c'est très dangereux, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société du temps court, et il faut revenir à une société du temps long. Et ça éviterait beaucoup de catastrophes comme celle qu'on a actuellement. Donc je suis vraiment pour le retour là et renouvelable autant de fois que les gens le veulent et que le candidat le souhaite. Au début, vous avez dit que une des missions du maire, c'est d'assurer la sécurité publique. Et comment, en tant que maire, on fait face à la baisse d'attractivité du poste? Alors nous, on a une petite chance quand même, parce que ce qui pourrait être attractif, c'est d'aller à Paris quand on est policier. Il y a
quand même du terrain, il y a des gros problèmes de sécurité. Et heureusement et malheureusement pour les Parisiens, Anne Hidalgo n'a pas armé sa police municipale. Donc à expliquer à un policier qui va aller faire de la sécurité avec un phare, c'est pas très attractif. Donc du coup, nous, en banlieue, on a gardé nos policiers municipaux. Après, on est... alors, c'est dommage, on avait enfin un très très bon ministre